Bonjour à tous, nous sommes Claire et Marius, un couple de nomades digitaux. Nous voyageons toute l'année, tout en travaillant. Nous avons créé ce podcast pour vous aider à vous lancer dans cette voie et à trouver l'activité qui vous permettra d'accéder à cette liberté. Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis bien sûr encore une fois avec Marius. Salut Claire. Donc aujourd'hui, on a voulu vous parler des avantages et des inconvénients principaux à être nomade digital. Donc ça va sûrement correspondre aussi au thème inconvénients et avantages à être tout simplement en télétravail. Certains points. Pour certains points, voilà. Ouais. Et puis, il y aura aussi les aspects spécifiques au voyage. Donc, on commence avec les inconvénients pour terminer par les avantages. C'est ça. Et puis voilà, c'est quelque chose qu'on voulait quand même aborder parce que être nomade digital, c'est quand même un choix qui correspond pas forcément à tout le monde. Il faut être conscient de certaines choses. Voilà, comme ça vous aidera à y voir plus clair et à voir si vraiment c'est quelque chose pour vous. Donc, si tu veux, je te laisse. Ouais, toi, c'est quoi du coup, par exemple, le principal inconvénient d'être nomade ? Alors, c'est un inconvénient qui n'en est pas un pour tout le monde, mais c'est vrai que le premier, c'est que finalement, t'as pas d'appartement. T'as pas de maison fixe, donc c'est-à-dire que tu voyages toute l'année ou une grosse partie de l'année en fonction de ce que tu décides. Et c'est vrai que du coup, t'as pas d'endroit où te poser ou sur lequel te reposer quand tu rentres chez toi en France. Nous, par exemple, quand on rentre, on a 30 ans, mais on va chez nos parents parce que on fait des économies puisqu'on sait qu'on va repartir, donc on reste jamais très longtemps. Voilà. Après, il y a l'option aussi d'acheter et de mettre en location, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que le point principal, c'est finalement que t'as pas de maison fixe, quoi. C'est vrai que c'est hyper intéressant la question de logement, et je sais qu'il y a beaucoup de nomades qui aussi se la posent, notamment après quelques années de nomadisme. Est-ce qu'on achète et on le met en location quand on n'est pas là, mais du coup ça fait quand même pas mal de... Enfin, il faut quand même pas mal de logistique, quelqu'un qui s'occupe, je sais par exemple, typiquement c'est du Airbnb, etc. Est-ce que ça vaut le coup ? Nous, comme t'as un problème dans ton appart, il faut que quelqu'un soit là pour le gérer. Enfin, oui, exactement, quoi. Voilà. À l'inverse, avoir un logement qui est vide toute l'année et qui est dispo pour quand on veut revenir, on voyage tellement souvent que ce serait pas très rentable et pas très intéressant financièrement. Donc c'est vraiment des questions. On a donc nos valises et puis c'est vrai que il n'y a pas la possibilité de décorer un appartement. C'est hyper sympa d'aller en hôtel, mais c'est aussi une contrepartie, un élément qui peut d'ailleurs, déranger. C'est une petite anecdote toute fraîche, mais c'est vrai que là, on vous parle du Mexique et on est à Playa del Carmen. On s'est installé aujourd'hui dans un nouvel appart qu'on a réservé pour 15 jours. Et en fait, 15 jours, c'est limite presque long quand tu as l'habitude de voyager tout le temps, de bouger tout le temps. Du coup, là, on a pris nos marques, tu vois, on a un appart, on est content finalement de temps en temps de pouvoir se poser sur du long terme, même si c'est pas vraiment du long terme pour tout le monde, mais voilà. Et encore une fois, c'est pour ça que la question d'être expatrié, parfois, c'est le bon juste milieu, parce que souvent, on va rester 1, 2, 3 ans, donc on va être à l'étranger, mais on va avoir son chez-soi, donc c'est un choix intéressant à faire. Mais c'est clair que d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut être vu comme un inconvénient aussi, c'est que finalement, le fait d'être digital nomade fait que tu n'as pas d'appartenance à un lieu précis, en fait. C'est-à-dire que le fait que de bouger tout le temps de pays, même quand tu restes 3 mois quelque part, tu n'as pas le temps de te revendiquer comme étant de là-bas, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, tu es toujours obligé de te remettre en question, de réapprendre les nouvelles cultures, les nouvelles habitudes, de t'habituer à des choses simples, comme par exemple la nourriture, des fois qui change du tout au tout en fonction d'un continent. Les habitudes au niveau des horaires, à quelle heure les gens se lèvent, à quelle heure les gens mangent, à quelle heure il y a du mouvement. Enfin voilà, c'est des petits détails, mais c'est vrai que c'est important. Ouais. Après voilà, c'est aussi parce que nous on aime bien bouger souvent. Il y a des nomades qui peuvent très bien se dire je reste 6 mois quelque part, etc. Après on le verra sûrement dans d'autres podcasts, mais il y a aussi des limites qui dépendent pas de nous. Il y a des visas, etc. Selon les pays, il y a des obligations. Là par exemple au Mexique, c'est large, c'est 180 jours et il y a même pas besoin de visa pour rester. Mais voilà, du coup en général le nomade ne reste pas plus de quelques mois dans un endroit, même s'il ne faut pas généraliser. C'est pour ça qu'on vous parle de ce thème de l'appartenance, etc., un lieu. Après, il y a aussi le fait de se sentir seul. Alors ça peut être quelque chose qui peut arriver dans la vie de tous les jours. Alors bien sûr, là, qui est décuplé. Parce que je pense que le fait de voyager, en fait, toutes tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, tu les vis d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu vas peut-être être plus à fleur de peau sur certains trucs qui t'auraient peut-être pas touché quand t'étais avec les tiens. Voilà, alors nous, on a la chance d'être deux, c'est une force. Mais des fois, ça suffit pas. C'est-à-dire que le couple, c'est un équilibre, mais il y a aussi les amis, la famille,
famille, donc il y a plein de choses qui peuvent manquer rapidement. Tu vois, là on est au mois de décembre, ça va être Noël, ça va être les fêtes, donc voilà, c'est des moments, il faut s'habituer à vivre ces moments-là. Moi, je sais pas ce que tu en penses. Mais... Si, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter avec pas mal de nomades. Il y a vraiment tous les profils, hein. Il y a des personnes seules qui aient 20, 30, 50 ans, qui ont été nomades toute leur vie. Il y a des familles, il y a des couples, donc il n'y a pas besoin d'être à deux, mais c'est sûr qu'être à deux, voilà, ça aide. Nous, personnellement, ça nous aide pour se sentir moins seul, et notamment, c'est aussi ce qui fait, par exemple, qu'on va pas trop dans des coworking. On bosse beaucoup de notre hôtel parce qu'on est deux, donc il y a peut-être moins ce besoin de rencontrer des gens dans l'immédiat. Ouais, après aussi, quand tu voyages tout seul, bah, tu as peut-être plus justement ce besoin de rencontrer d'autres personnes, parce que c'est un besoin dans la vie de nomade, et du coup, bah, forcément, tu vas rencontrer des gens comme toi, donc tu vas tisser des liens plus facilement aussi. Donc ça, c'est un moyen quand même de rencontrer du monde aussi, parce qu'effectivement, les coworking, les co-living, c'est des endroits qui sont faits pour ça, parce qu'il y a beaucoup de nomades qui voyagent tout seuls, en fait. On vous fera sûrement un podcast où on vous expliquera justement comment rencontrer facilement des gens à l'étranger, et si vous voulez même des nomades spécifiquement, pour aussi, ça peut être intéressant, créer son réseau, développer son réseau, et puis faire du business même. Ouais, carrément. Voilà, et ce qui est intéressant aussi, je sais qu'il y a pas mal même de business nomades qui se développent justement par rapport à ça, parce que la question de trouver quelqu'un quand on voyage seul, c'est pas forcément évident. Il faut trouver quelqu'un qui ait le même mode de vie que soi. Et par exemple, il y a tout hein, dans le monde du nomadisme. Il y a des croisières de nomades, il y a des séminaires, etc. Et je sais même que j'avais parlé avec un des fondateurs, des organisateurs de croisières, qui m'avait expliqué que le souci, c'est qu'il n'y avait pas trop d'équilibre entre le nombre de personnes, de femmes et d'hommes qui avaient réservé, et qu'ils avaient tout fait pour ramener plus de personnes, parce que même si c'était sous-entendu, les gens venaient aussi pour se rencontrer et voilà, sûr, potentiellement rencontrer l'amour. Je sais même, je crois qu'il y avait eu un Tinder de nomades. Donc voilà, c'est une vraie question. Bah après, on peut aussi pousser sur la vie de famille. En fait, finalement, nous, c'est une question que beaucoup de gens nous posent dans notre entourage, parce que forcément, trentenaire, pas d'enfants, pas de stabilité, entre guillemets, à leurs yeux, parce que pour nous, c'est une stabilité. Et bah, comment tu vois la vie à ce moment-là? Mais finalement, nous, on s'est posé la question assez rapidement avec Claire, même quand on n'était pas ensemble depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on a la même vision des choses là-dessus, c'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir pousser ce mode de vie le plus longtemps possible, et même quand on aura des enfants. Parce que finalement, alors je pense que c'est là pour le coup, on parle souvent de Bali, mais là on peut en reparler, parce que moi c'est là que j'ai eu le déclic, où je me suis rendu compte qu'en fait il y avait énormément de familles, il y avait beaucoup de gens d'expatriés ou alors de nomades justement qui voyageaient en famille, et je me suis dit mais c'est ça qui est fait pour nous, quoi. C'est marrant parce que il y a des nomades qui disent bah moi je fais ça à fond pendant 2 ans et ensuite je retournerai en France, je me poserai, j'aurai une vie de famille. Nous on compte avoir des enfants et continuer à voyager, donc bien évidemment peut-être que on se posera plus longtemps dans un endroit pour la scolarisation, etc. Mais on voit pas du tout ça comme un souci, en fait. Au contraire, une opportunité de leur apprendre le maximum de choses. Alors après, on doit parler des inconvénients, donc faut pas trop qu'on les transforme tous en avantages. Non, mais c'est intéressant, effectivement. Et après, ce qui est finalement important de dire là sur cette partie-là, c'est que l'ensemble de vos proches ne vont pas forcément comprendre votre décision. Même en étant ouvert d'esprit, tout ça, ça peut faire peur. Alors, je prends l'exemple des parents, mais les parents, quand ils vous voient voyager comme ça, continuer à rêver, entre guillemets, à leurs yeux, alors que pour vous, c'est une vie très, très précise que vous êtes en train de vivre, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer, ça peut les inquiéter, donc il faut vraiment savoir les rassurer et savoir expliquer ce mode de vie. Alors bien sûr, aujourd'hui c'est plus simple parce qu'avec l'ensemble des réseaux sociaux qui se développent, les expériences qu'on peut trouver sur internet assez facilement, ça permet d'expliquer. C'est vrai que le terme nomade, souvent il est vu un petit peu comme tu dis, péjorativement, c'est-à-dire pas de stabilité, on imagine toujours le schéma classique d'avoir une maison, d'investir, etc. Donc il faut bien expliquer, et en fait j'ai envie de dire, heureusement, je trouve ça bien qu'il y ait eu le confinement et que de plus en plus de personnes sont en télétravail. J'ai l'impression que les gens ont compris, moi mes parents les premiers qui ont vécu le télétravail, ce que c'était de travailler depuis son ordinateur, que c'était autant de boulot, voire plus, et que le voyage, voilà, c'est pas forcément une fuite, mais c'est quelque chose, nous c'est notre bonheur, c'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui fait qu'on apprend fois 1000 par rapport à une vie sédentaire. Ouais, c'est clair. Après, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine maturité quand tu décides de voyager. Alors maturité, ça veut pas dire d'être âgé ou quoi que ce soit, c'est pas ça, mais c'est juste qu'il faut quand même se connaître un minimum, et notamment sur le plan du travail, parce que finalement c'est le point principal de la vie
digital nomade, c'est qu'il faut savoir comment tu travailles, savoir si tu es fait pour ça. Donc là, c'est un point qu'on peut relier au télétravail tout simple. C'est-à-dire que tu as parlé du confinement juste avant. Je pense que le confinement, il a plu à beaucoup de personnes, mais il a aussi déplu à d'autres qui avaient besoin d'être au bureau, qui avaient besoin de voir leurs collègues, qui avaient ce sentiment de solitude qui est très vite apparu. Donc je pense qu'il faut vraiment être sûr d'être fait pour ça. Voilà, c'est bien beau de se dire wow, super, je vais pouvoir partir à l'autre bout du monde, je vais pouvoir découvrir des pays dont je rêve tout en travaillant. Ouais, mais est-ce que tu es fait pour ça, tu vois? Oui, je pense que tout le monde peut être nomade dès la fin de ses études, mais par exemple, moi je suis contente d'être passée aussi par les bureaux parce que c'est là où j'ai pu apprendre avec un manager à côté de moi, etc. On peut apprendre différemment, mais une des principales compétences qui est indispensable quand on travaille, comme c'est notre cas comme salarié, en télétravail, c'est d'arriver à être autonome. Vous l'avez sûrement vu, si vous étiez en télétravail, notre patron, il n'est pas là pour nous dire ce qu'on a à faire. Il faut qu'on sache exactement ce qu'on doit faire quand on se lève le matin, etc., être proactif. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous accompagner et nous former plus que c'était le cas dans nos premières années d'expérience. Et aussi, personne voit qu'on travaille. Moi, c'était le premier sentiment que j'ai eu la première fois que j'ai travaillé. Je me disais, mais j'ai passé plusieurs heures par jour et au final, j'ai fait beaucoup de recherches, mais j'ai pas produit grand-chose. Et peut-être que mon patron, il va croire que j'ai rien fait. Ça, il faut apprendre à l'accepter. Moi, je le fais encore. Après, ça fait pas très longtemps que je suis dans ma boîte actuelle, mais je le fais parce que c'est quelque chose, je pense, qui est important. C'est-à-dire qu'effectivement, la journée, ton patron va peut-être pas voir forcément ce que tu fais, alors qu'au bureau, il pourrait te demander t'en es où, t'as avancé sur ça, sur ça. Bon, il peut toujours t'appeler, mais c'est vrai que ça se fait moins quand même. Et du coup, j'ai pris l'habitude, moi, de faire un petit récap en fin de journée sur les tâches qu'on s'est donné le matin. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de créer un contrat de confiance, un peu comme chez Darty. Tu l'avais pas venu venir celle-là. Non. Ça permet de créer un contrat de confiance, effectivement, et d'avancer tranquillement de ton côté et de te dire que finalement, tu offres une vision globale de ton travail à ton patron. Après, on vous a un petit peu résumé tous les inconvénients. Je pense qu'on pourrait aussi rajouter le fait que on se fait pas forcément d'amis de long terme sur place. Bon, bien évidemment, on rencontre plein de gens et puis on peut les retrouver plus tard dans le monde, mais ça va pas être comme en France, en France dans votre pays d'origine, ou si vous êtes expat, vous allez vraiment tisser des liens de long terme. Il faut partir, il faut dire au revoir. Donc c'est ça aussi qui peut être difficile pour certains. C'est un autre mode de relation en fait. Tu t'attaches pas de la même manière aux personnes puisque tu sais que finalement il y a un côté éphémère à la rencontre, même si aujourd'hui tu peux communiquer plus facilement, mais la relation physique, amicale, elle est très rapide et du coup il faut savoir la gérer. Forcément ça te renvoie à toi-même du coup et à tes proches à toi. C'est-à-dire que finalement l'inconvénient principal c'est que quand tu pars pendant longtemps, tu vois plus les tiens. Tu les vois beaucoup moins, alors tu les vois en visio, tu les appelles, mais c'est quand même pas la même chose. En ce moment on peut pas trop se faire câlin avec le confinement, mais du coup tu peux pas prendre ta mère dans tes bras, tu peux pas déconner avec tes potes. Enfin voilà, il y a des choses forcément sur lesquelles tu tires une croix pendant une courte période ou une longue période, mais voilà, c'est un choix de vie et du coup c'est important de garder des liens de loin avec eux. Ouais, non, c'est sûr que oui, on part souvent, il faut dire au revoir, on est beaucoup moins en France. Après, pour moi, par exemple, c'était aussi mon mode de vie avant, j'étais expat. Et d'ailleurs, ça peut être aussi, et si tu veux, on peut même faire la transition et passer aux avantages du coup, parce qu'on vous a déjà parlé pas mal d'inconvénients, c'était plus vraiment pour vous mettre au courant, mais on peut faire la transition en disant que Digital Nomade, moi, à titre personnel, par exemple, ça m'a permis justement de me rapprocher de ma famille. J'étais expatriée au Brésil et justement j'en avais marre de voir mes parents, ma famille, mes amis une seule fois par an, voire de manière plus espacée. Quand on est nomade, on peut revenir quand on veut chez soi, partir quand on veut chez soi. Par exemple, il y a des voyages où on avait pris un aller simple et puis dès qu'on sentait qu'on avait fait un petit peu le tour ou qu'on avait envie de revenir, ou même s'il y a un événement familial qui s'organise un petit peu de dernière minute, on peut prendre son billet retour au dernier moment. C'est pas, on a besoin de prévenir son patron, de poser des vacances, etc. Donc ça, c'est vraiment le grand avantage, au contraire. Et puis là, par exemple, on essaye d'alterner des destinations lointaines de 3 mois et puis revenir en France toujours au milieu. Et donc, puis après, c'est vrai que un avantage du coup dans le côté relationnel, je peux parler de la vie de couple.
C'est-à-dire que nous, on a des amis en France à qui on passe le bonjour d'ailleurs, qui ont une vie classique entre guillemets, hein, parce que chacun choisit sa vie et chacun a sa définition du classique, mais qui vont au boulot la semaine et qui se retrouvent le week-end, le soir. Oui. Et du coup, finalement, quand tu fais le calcul, ils passent pas un nombre d'heures total ensemble très important sur une semaine. Après, il y a des gens qui ont besoin d'être seuls, donc c'est cool. Mais nous, on a me supporte. Je te supporte toute la journée. Et on a l'habitude d'être, on a pris l'habitude d'être ensemble, de vivre ensemble assez rapidement. Mais du coup, c'est trop bien parce qu'en fait, on peut vivre des moments ensemble toute la journée, mais dans un mood travail, tu vois. C'est-à-dire qu'on est chacun sur notre ordi, mais à côté de ça, on se donne de l'énergie. Et c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment une force, tu vois, de pouvoir vivre ça. Bah d'ailleurs, pendant le confinement, on l'a aussi remarqué, c'est-à-dire que chacun était un petit peu dans sa pièce, dans son boulot, et on allait déjeuner ensemble, dîner ensemble, et puis c'était un peu les moments où on se retrouvait, on échangeait sur notre matinée, etc. Ouais. Mais on n'avait pas l'impression de trop se voir, etc. Je sais pas si vous avez aussi vécu ça personnellement et été plus ou moins agréablement surpris. Mais finalement, on passe presque 24 heures ensemble, même si on a aussi nos moments perso, toi plutôt le sport, etc. Ouais, mais voilà, en tout cas, ça fonctionne bien pour l'instant. Et c'est vrai que c'est un vrai avantage, quoi. Ça... Moi, alors on se tend des perches aujourd'hui, c'est cool, mais l'avantage principal finalement de la vie de nomade, c'est la liberté. Oui. C'est celui qu'il faut retenir, je pense, si on doit en retenir qu'un. C'est le côté libre. Alors pour ce que tu viens de dire, pour le fait de pouvoir bouger quand tu veux, ce qui te permet aussi de pouvoir gérer tes horaires, de ton temps de travail, de comment tu le sens, comment tu ressens les choses. Mais voilà, la liberté, ça n'a pas de prix. Là, on s'en rend bien compte. Oui, la liberté, en l'occurrence, nous, la liberté de voyager. C'est vrai qu'en fait, on est à l'endroit où on souhaite être. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas vivement que j'ai mes vacances, etc. On est au Mexique et par exemple, on n'attend pas quelque chose d'autre. Donc, c'est vrai que de se dire qu'on travaille aussi pour... moi, par exemple, au début, j'étais en stage à Paris. Je crois que je payais... j'avais un 10 mètres carrés, je payais 500 €. J'ai pas tenu... Je crois que j'ai tenu 3 mois. Après, j'ai pris plus grand. Je payais super cher. J'ai l'impression de travailler juste pour payer mes factures. Et là, voilà, on peut se dire, on est à l'endroit où on veut être. Le métro, je le prenais parce qu'il fallait le prendre. Mais en soi, j'avais pas forcément envie de payer les transports. Donc, voilà, là, on peut vraiment dépenser dans ce qu'on souhaite. Voyager quand on veut. Et voilà, on n'a pas l'impression de payer pour quelque chose qui viendra après, d'attendre la retraite, on va dire. En fait, finalement, le mot frustration disparaît un peu de ton vocabulaire à ce niveau-là, puisque c'est vrai que comme tu le dis, tu as l'impression d'assouvir toutes tes envies en termes de vie. Donc ça, c'est ouf. Quand tu te dis, je dois attendre encore 5 semaines avant de me dire que j'aurai peut-être une semaine, est-ce que je vais pouvoir partir, est-ce qu'il fera beau? Là, tu te poses pas la question. Là, on est au Mexique, il pleut en ce moment. Il faut le dire, c'est la saison des pluies. Bien sûr, quand il fait beau, on le ressent tout de suite, mais sinon, il pleut la plupart du temps, et c'est pas pour autant qu'on est frustré, parce qu'on est content. C'est là où on voulait être, en fait. Ouais. D'ailleurs, on en a parlé dans le dernier podcast de Journée Type. On oublie de poser ses vacances, puisque justement, on a l'impression d'être aussi comblé que si on était en vacances. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là. Alors après, pour revenir sur les avantages, il y a un avantage qu'on a déjà cité aussi, mais sur lequel on peut se réarrêter un petit peu, c'est la productivité. Le fait de gérer ses journées permet vraiment d'être plus productif, de travailler quand tu le souhaites, quand tu sens que c'est le moment, quand tu sens que tu as de l'énergie, qu'il soit 10h du matin ou 23h, c'est pas un problème, puisque tu es dans ton mode de vie, tu calcules pas ça. Tu comptes pas tes heures, des fois tu en fais beaucoup plus et tu t'en rends même pas compte. Des fois tu bosses un peu moins parce que tu sais que tu as fait ce que tu devais faire. C'est une force, encore une fois, j'ai employé beaucoup ce mot aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a vraiment des avantages à avoir cette vie-là, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi. Oui, que ça soit parce qu'on choisit nos horaires où on est le plus productif, et justement parce qu'on arrive à avoir cet équilibre, à pouvoir tous les jours aller, si on veut aller regarder un coucher de soleil, etc. Dès qu'on se remet à notre ordinateur, on est super motivé, quoi, parce qu'on a pu se détendre, etc. Et puis au-delà de ça, il y a un avantage considérable, je pense que c'est aussi les économies. Alors ça dépend vraiment dans quel pays vous vous rendez, hein. C'est pas à Santorin ou je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais en Suisse que vous allez forcément pouvoir économiser. Les nomades en général vont dans des endroits où la vie est pas trop chère. Donc là on l'a vu, l'exemple typique c'est l'Asie. Bali par exemple, ça reste très peu cher, hein, même si c'est assez touristique. Par exemple, nous, en logement, à 2, je crois qu'on en avait pour... vous pouvez vous en sortir pour 15 €, 20 € la nuit. On avait eu des trucs super avec des piscines à débordement. Oui, voilà. Mais bon, si vous voulez quand même un confort... nous, on est du style, dès qu'on a le minimum, ça nous va. Il faut quand même une bonne Wi-Fi, une sécurité, mais
15 € la nuit. Ouais, carrément. Quand tu fais le calcul, en fait, par rapport au prix du loyer... Voilà, il y a souvent le petit-déj inclus. La nourriture en Asie, ça peut être 1 € par plat. Donc, le calcul, en effet, est vite fait. Mais après, même, tout à l'heure, tu as parlé des transports à Paris rapidement, mais les transports, c'est pareil. Moi, je le vois. Bon, en France, j'ai une voiture. Je l'ai pas revendue, je la garde quand même. Mais ma voiture, finalement, elle me coûte tellement d'argent quand je suis en France. Entre les péages, l'essence, la révision, tu crèves un pneu. Enfin, bon, ça arrive pas à tout le monde. On parle de Paris, mais la Savoie, c'est aussi très cher. C'est pareil, en fait. C'est partout pareil. C'est-à-dire que le transport... Mais d'ailleurs, moi, je m'étais fait la réflexion quand on était allé en Indonésie. On avait loué un scooter. Je crois que ça nous avait coûté 60 € le mois. Ouais, et après, l'essence, ça vaut rien. Donc, finalement, tu te rends compte que tu dépenses... Alors oui, il y a le billet d'avion. Ok, il y a le billet d'avion sur des destinations comme ça un peu exotiques, ça c'est un certain coût. Mais par contre, derrière, je trouve que tu le rentabilises tellement vite entre effectivement le fait de payer un loyer qui, grosso modo, est beaucoup moins cher qu'en France, de faire des économies sur la nourriture, sur les transports, mais même la destination finalement, parce que quand tu vas quelque part, t'en prends plein la vue sans forcément payer, puisque tu as choisi d'aller dans ce pays pour ça. Puis il y a des petits coûts tout simples, par exemple l'électricité, l'eau, la wifi, tout ça, c'est inclus dans le prix de l'hôtel, donc même si une nuit d'hôtel ça peut coûter un peu plus cher, il n'y a pas toutes ces charges. Et puis tu parlais du billet d'avion, en fait justement quand nous on prend des vacances, en général on est déjà sur place. Oui. Par exemple, là, au Mexique, on va sûrement prendre une semaine, on va se balader en interne, mais on n'aura pas un billet d'avion supplémentaire, alors que si on avait été en France dans un job classique, je pense qu'on aurait sûrement pris 2 gros billets d'avion pour faire 2 beaux voyages dans l'année. Donc, au final, on les aurait quand même dépensés pour des vacances, ces billets. Donc, ils sont amortis dans tous les cas. Et en fait, c'est justement depuis qu'on est nomade qu'on n'a jamais autant mis de côté, parce que on a l'occasion de voyager dans des pays qui sont tellement moins cher qu'en Europe. Mais je pense que ce qui est important aussi qu'on aborde sur ce podcast-là, c'est les avantages pour l'entreprise, en fait, finalement, pour votre patron, puisque il y en a. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant, exactement. C'est donnant-donnant. Donc, c'est des arguments que vous pouvez utiliser si jamais vous avez décidé d'aborder ce sujet et que vous ne savez pas comment l'aborder, justement, avec votre employeur. Alors, justement, on a parlé d'économie pour nous. On peut parler d'économie pour l'entreprise. Pour l'entreprise, oui, tout simplement, c'est pas forcément de bureau, du coup, en étant en télétravail, ou alors la possibilité, par exemple, mon entreprise, moi, elle se situe en Normandie, la possibilité de délocaliser, d'aller s'installer en région et pas forcément d'être obligé de s'installer à Paris pour recruter des talents qui sont sur la région parisienne. Donc, c'est économie, qualité de vie, etc. pour les fondateurs de l'entreprise. Et ça, j'ai vu aussi pendant le confinement, j'ai vu pas mal de reportages où finalement, tu as des entreprises qui ont décidé de passer au remote à 100% parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils faisaient justement beaucoup d'économies. C'est évident. Surtout quand on travaille dans le digital. C'est évident maintenant. Le bureau, mais bon, nous, on est convaincus de ça. Donc, forcément, c'est notre vision des choses. Mais le bureau, le 8h, 17h, tout ça, pour moi, c'est vieux, quoi. C'est fini. Oui. Maintenant, on passe à autre chose, quoi. Ouais. Après, il y a un deuxième avantage, c'est aussi le recrutement pour une entreprise. Si elle peut recruter en télétravail, elle peut recruter n'importe où, que ça soit dans n'importe quelle région de France, mais aussi à l'international. Je vois, moi, par exemple, dans mon entreprise, il y a un Canadien qui habite au Canada depuis toujours, donc typiquement, il n'aurait pas forcément pu déménager en France. Donc, le pôle... Surtout en Normandie, quoi. Surtout. Non, je rigole, c'est pas bien. Si, nous entendons, c'est une très belle région. C'est du coup un pôle de talent international quasiment. Et ça veut dire que ça offre un périmètre énorme pour l'entreprise. C'est clair. On peut parler peut-être aussi du fait du contenu. Alors, c'est un petit détail, mais qui peut avoir son importance. C'est-à-dire que quand vous voyagez, vous voyez d'autres choses. Et forcément, vous pouvez peut-être apporter une plus-value à votre entreprise. Alors, tout dépend dans quoi elle travaille. Moi, je prends l'exemple de la mienne, parce que je ne vais pas aller chercher plus loin. Je travaille dans un cabinet de recrutement, donc c'est très basique. Sauf que, du coup, moi, j'ai l'habitude de créer du contenu pour ma vie perso. Donc, j'ai proposé... à mon patron qui lui était chaud d'entrée pour ça, de créer des vidéos où justement ça apportait peut-être quelque chose de nouveau, et on s'est rendu compte que ça marchait plutôt pas mal. En fait, les gens sont réceptifs parce qu'on propose justement quelque chose que nos clients n'ont pas l'habitude de voir, donc du coup ça amène de la fraîcheur, et ça peut être un avantage aussi. Voilà, vous pouvez toujours tourner à votre avantage les bienfaits de la vie de nomade de manière globale. C'est des vidéos où tu parles du Mexique, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est des vidéos où je parle du Mexique, mais aussi où je parle aussi de notre actualité. Donc finalement, l'un dans l'autre, tout le monde est gagnant. Oui,
Oui, c'est sûr que c'est une richesse de profil. On vit tous des expériences différentes, même culturellement. On peut apporter de nouveaux points de vue, des nouvelles idées business. Donc voilà, que ça soit des avantages pour l'entreprise ou vous, pour votre productivité, c'est un nombre d'éléments que vous pouvez mettre en avant si jamais vous négociez avec votre employeur du télétravail. Exactement. Et bah super, voilà, on a fait le tour de tous les points qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui. C'est vrai que c'est un sujet plutôt sympa sur lequel on aime bien débattre, parce qu'on n'est pas forcément tout le temps d'accord, mais au final... On a eu un peu de mal pour les inconvénients, parce qu'on est tellement persuadés que c'est des avantages. Ouais, c'est ça, je pense que chaque inconvénient, finalement, tu peux le retourner en avantage quand tu as cette envie de voyager et de travailler en voyageant. D'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais vous pensez qu'on a oublié des points, si à titre personnel, vous voyez d'autres avantages, inconvénients, à nous les partager. Ouais, puis on est toujours preneur finalement des retours qui soient positifs ou négatifs, parce que c'est intéressant d'avoir des points de vue. Tout à fait. C'est très bien clôturé. Bon, en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés une fois de plus. Et merci beaucoup. Et puis on vous dit à très vite, puisqu'il y a encore des tonnes de sujets à aborder ensemble. C'est ça. À bientôt. À bientôt.